Parce que je suis un jeune auteur, comme vous l'avez remarqué, et beaucoup moins savant et sans doute un peu plus prétentieux, puisque je ne vais vous lire que des extraits de mon livre. Donc Mauvaise gloire est un livre que j'ai écrit il y a maintenant 8 ou 9 ans, enfin c'est 2010, j'ai commencé à l'écrire en 2016-2017. Le temps passe. Déjà, et c'est un livre qui est inspiré de mon histoire familiale, mais qui reste une fiction dans le sens où, en dehors des trois principaux personnages et de leur destinée, tout ce qui est le contenu de leurs aventures est totalement fictif. Donc ces trois personnages, le premier est un jeune espagnol qui, de manière volontaire, s'engage dans les brigades internationales en 1936 pour défendre la République espagnole menacée par Franco. Le deuxième est un appelé, jeune homme également, français, qui est appelé à faire son service militaire et éclate la guerre d'Algérie. Et donc il se retrouve embarqué dans ce conflit sans l'avoir voulu et sans conviction particulière. Quant au troisième, il est reporter de guerre et alors lui, de manière tout à fait volontaire, couvre un certain nombre de conflits, les conflits du Moyen-Orient en particulier, et dans le cadre de ce livre, le conflit syrien. Le nord de la Syrie, le conflit dans lequel les Kurdes ont été très impliqués face à l'État islamique. Et ces trois personnages ont un lien, ils sont trois générations successives d'une même famille. Donc c'est un livre qui parle à la fois du besoin de reconnaissance, ce qui a donné lieu à ce titre Mauvaise gloire, c'est-à-dire cette gloire qu'on finit par chercher quand on est impliqué d'une manière ou d'une autre, on le voit à travers ces trois personnages, quand on est impliqué dans la guerre, sans forcément que ce soit très glorieux précisément, parce qu'on sait que dans ces circonstances, il y a toujours des moments, de courage et de bravoure, et il y a aussi des moments de lâcheté, voire même de trahison, si on veut aller au-delà. C'est en partie le cas du deuxième personnage. Donc ce livre parle de transmission entre les générations, parle de reconnaissance, et c'est un livre aussi qui est très tourné vers une histoire familiale, vers la force de la famille qui permet à ces héros, entre guillemets, de surmonter les différents obstacles et les difficultés, notamment psychologiques, qu'on est amené à affronter quand on couvre les guerres ou quand on y est soi-même participant. Alors la place des femmes, j'ai parlé de trois personnages, de trois héros qui sont trois hommes, mais en réalité le vrai héros de ce livre, c'est une femme, qui traverse toutes ces époques, qui s'appelle Marie, et cette Marie, elle est la fille du premier personnage, elle est la femme du second et la mère du troisième. Et donc elle traverse toutes les époques de la guerre d'Algérie jusqu'à aujourd'hui, avec une constance permanente, un soutien sans faille à son père, son mari et son fils, et elle est un peu le cœur de cette famille et de cette grande épopée. Voilà, donc je vous propose de vous lire quelques extraits de chacune des époques. J'ai choisi, je crois, à peu près deux extraits par époque. Bon, ça devrait aller assez vite, mais si vous voulez que j'aille plus vite, on n'en fait qu'un. Alors, donc, première époque, le personnage, on est la guerre d'Espagne, le personnage s'appelle Nicolas. Je ne sais lequel des deux reconnaît d'abord le clocher de Mahora, mais c'est bien la première fois que la vue d'une église les met en joie. Il n'a rien d'exceptionnel, ce clocher, ni d'ailleurs l'église qui, depuis des siècles, le supporte sans ciller, mais aujourd'hui, vu depuis un camion bâché revenant de l'enfer madrilène, il semble tout à coup investi d'une hauteur nouvelle, d'une douce majesté qui projette sur les hommes épuisés une ombre de bienveillance. Peu s'en faut alors qu'ils ne fassent un signe de croix, on n'est jamais à l'abri du pire.
Martinez, lui, n'a rien perdu de ses mauvaises habitudes. Incapable de s'épargner un commentaire qu'il juge utile à la cause des brigades, il a, une fois de plus, achevé un plaidoyer critique, un balai dans une main, une pelle dans l'autre, avec la consigne impérieuse de ne les lâcher qu'une fois l'Espagne débarrassée des scories du fascisme qui recouvrent abondamment le sol de la garnison. Martinez est de corvée. 3 heures à balayer la cour ou à refaire le monde, c'est exactement la même chose, a fait remarquer l'adjudant. Martinez est donc sur le point d'en finir avec sa dernière humiliation quand la colonne de camions franchit dans un fracas de ferraille le portail de la caserne et réduit à néant les efforts du petit bègue. Mierda, 3 heures de boulot, todo par nada. C'est d'abord Louis qui le voit, seul au milieu de la cour, traversé par un vent de poussière, les bras en croix d'où pendent le balai et la pelle. Martinez vocifère. Il lève les yeux au ciel dans un déluge de grimaces. Il gueule au complot, hurle à l'exploitation du petit peuple quand il aperçoit à son tour le Mexicain, puis enfin Nicolas. Et la poussière retombe. Martinez, qui a tout étudié, le sait bien. Tout finit par retomber. Les hommes, eux, finissent aussi par se retrouver. Voilà, ça c'est le début. Nicolas et ses compagnons. Un peu plus tard, et depuis la défaite de Teruel, ce qui reste de la 14e brigade s'est replié près de Lérida, où stationnent les troupes en attente de l'attaque décisive. Pour rejoindre son bataillon, Nicolas doit passer par Barcelone. Pendant ces quelques jours de transit en ville, il rencontre un jeune Tchèque, Petr, venu, quoique en dilettante, servir la République en détresse. Parfaitement francophone, Petr manifeste plus de sympathie pour les idées anarchistes que pour la révolution bolchevique. C'est un érudit libertaire. Il se méfie d'instinct de tous les coups tordus montés au nom d'un quelconque nationalisme. Il ne fait pas mystère de son aversion pour Hitler et Franco, mais aussi, et c'est plus rare, pour Staline. Nicolas le considère d'une beauté troublante pour un homme et s'est assez vite laissé séduire par un discours et une élégance dont il est peu coutumier. Petr est une grosse tête et un type bien, a-t-il conclu, et ça n'est pas si fréquent. D'une certaine manière, Petr exerce sur lui la même fascination naïve que Martinez autrefois lors des meetings ouvriers, sans que Nicolas parvienne très clairement à distinguer entre eux des postures pourtant contradictoires. Ce qui au fond l'impressionne chez l'un et l'autre, c'est la force de leur conviction, l'aisance d'esprit et la culture qu'elle suppose, davantage que les idées elles-mêmes. Petr et Martinez sont faits pour s'entendre comme Hector et Achille, mais Nicolas ne pense qu'à les réunir au plus vite. Malgré des sensibilités divergentes, il y a chez eux, il est vrai, quelque chose en commun. Un regard aimant, sans doute, posé sur les hommes et qui leur donne cet air triste et que Nicolas reconnaît. Bon, je n'ai pas choisi les extraits les plus guerriers, mais je vous laisse les découvrir dans le livre. Nous allons passer à la deuxième partie, donc l'Algérie de Guy, le jeune appelé, qui se retrouve un beau jour embarqué sur un bateau. L'Algérie est une guerre qui a mauvaise réputation. En général, quand les gens parlent de la guerre, c'est toujours à la Deuxième Guerre mondiale qu'ils font référence, celle que nous, Français, avons d'abord perdue, puis que d'autres ont gagnée pour nous, mais ça ne fait rien. La guerre, dans le lexique collectif, c'est celle-ci. La deuxième, avec, comme pour toutes les autres, ses petits moments de gloire, ses grands drames et son dénouement historique. Il arrive aussi qu'on la qualifie de seconde, comme si l'on voulait se persuader qu'il ne peut pas y en avoir d'autres. Tout se mesure à l'origine de 39-45, avant, pendant, après-guerre. C'est une guerre juste, légitime, totale, contre le mal absolu. Et ce qui triomphe du mal ne peut être que le bien. Et le bien, même à deux têtes, mérite considération. Du coup, les guerres qui suivent peinent à trouver leur public. Indochine, Vietnam, Afghanistan, Liban, Bosnie sont des guerres qui sonnent bien, mais n'ont pas l'envergure de la deuxième, c'est normal. Le cas de l'Algérie est encore différent. Ni vraiment juste, ni totale, c'est une guerre qui oppose un peuple en partie divisé à une armée partagée aux convictions douteuses. Le type même de guerre dont l'histoire immédiate ne sait quel vainqueur retenir. Ni quel camp approuver, tant les méthodes furent contestables. C'est rare, mais c'est parfois le cas des guerres de décolonisation. Il y a une part de honte à y avoir été mêlée, alors on évite d'en parler, on préfère oublier. L'Algérie, c'est la guerre de Guy, mon grand-père. Elle est absente de la mémoire familiale.
non documenté, sans commentaire. On lui préfère la résistance ou même l'Espagne de la génération précédente. Lui, pourtant, en tire une fierté discrète. Guy n'est pas un homme extraverti, il n'est pas dans ses habitudes de pavoiser, mais qu'on ait mis tant de temps et si peu d'enthousiasme à reconnaître son statut d'ancien combattant le chagrine. Il trouve ça injuste. Après tout, lui aussi s'est battu pour la France, pour la République, ou du moins s'est-il battu en son nom. Extrait suivant, un peu plus tard. Arrivé à Marseille, il embarque sur le Ville d'Oran. C'est un grand et beau paquebot surmonté d'une cheminée rouge, et bien qu'il n'y ait pas de piscine à bord, la traversée a des allures de croisière. Le bateau a été réquisitionné pour la troupe, mais il y a aussi quelques passagers civils. Les membres d'équipage sont habillés tout de blanc, et Guy, dont c'est le premier voyage en mer, est très intéressé. Il observe avec une grande curiosité la mécanique ingénieuse qui propulse l'énorme bâtiment. Il se demande surtout comment une telle masse peut flotter quand il doit, lui, faire tant d'efforts pour nager. Il fait assez beau pour flâner à bord. La mer est calme. Nous sommes le 11 avril 1955. La Méditerranée lui semble finalement aussi paisible que le lac du Bois de Boulogne et il va comme un enfant, de pont en pont, à la découverte d'un monde nouveau. Marie s'empresse de confirmer. Elle vient de quitter le canapé pour se saisir d'un nouvel album de photos qu'il conserve dans le petit placard surchauffé de l'entrée et elle nous montre celle-ci. Guy est accoudé au bastingage, à la proue du Ville d'Oran. Il porte un pantalon de treillis, une chemise de la même confection et un calot sur la tête. Il sourit, sa lèvre supérieure, rehaussée par l'expression d'un bonheur timide, cache en partie sa fine moustache. Il a l'air heureux. Derrière lui se dessine une ville impeccable, Alger-la-Blanche, si pure, si parfaite, qu'on pourrait croire à un décor. Dans quelques minutes, il sera sur le sol africain. Voilà. Troisième. Juste avant que tu ailles au troisième, tu peux nous expliquer quel est le procédé d'écriture en fait? Alors, oui, bien sûr. Il y a un procédé que tu as mis, qu'on découvre là, mais sans explication, c'est un peu compliqué. Le procédé qui est un petit peu complexe est que chaque personnage et le narrateur de chaque histoire est le petit-fils ou la petite-fille du personnage. C'est-à-dire que Nicolas, qui est le premier à partir en Espagne, est raconté par son petit-fils Manuel. Guy, le deuxième, donc, dont on vient de parler en Algérie, est raconté par sa petite-fille Salomé. Et enfin, Manuel, le troisième, sera raconté par Arthur, son petit-fils. Donc là, et la particularité de la guerre d'Algérie, c'est que, en effet, Salomé, donc la petite fille qui est la narratrice, a recueilli des informations sur son grand-père à l'occasion d'une espèce d'interview familiale, comme on le fait parfois, à laquelle Marie, donc ce personnage transverse et féminin, assiste. Et Marie, évidemment, se mêle de tout. Elle intervient à tous les moments. Elle finit par savoir l'histoire de Guy mieux que Guy lui-même. Alors, donc troisième récit, la guerre de Syrie, la guerre des Kurdes contre Daesh, avec Manuel le reporter. Cela faisait longtemps qu'il projetait ce voyage, aller en Syrie. Prendre des risques, braver les interdits, la guerre, l'inconfort de la classe éco et l'hostilité des djihadistes pour se rendre en Syrie. Y aller ensemble, enfin, après tant de tentatives avortées. Une fois c'était Manuel, une autre fois Anne, une fois encore c'était Jean, leur ami chirurgien. Il y avait toujours un obstacle, une bonne raison pour renoncer. L'un était occupé, l'autre indésirable, ou bien leurs agendas restaient inconciliables. Ils n'avaient jamais réussi à monter dans un même avion pour aller là-bas. Cette fois-ci, les conditions étaient réunies. On était parvenu à rendre concret un modèle si longtemps théorique. Anne, Manuel et leur ami Jean s'en vont en guerre, comme ils l'avaient fait déjà et maintes fois auparavant, mais jamais ensemble, jamais tous les trois. Les préparatifs réduits comme d'habitude aux strictes considérations matérielles, Manuel avait convoqué toutes ses filles pour un dîner d'adieu.
Il est rare qu'ils prennent ce genre de disposition et je me souviens d'une soirée funeste, ponctuée de photos souvenirs qu'on déteste faire, mais qu'on fait quand même pour ne pas regretter au cas où. Pour ce que j'en sais, Anne, elle non plus, ne s'attarde guère en préparatifs ou en sentiments. Rompue à toutes les contingences, un jour au théâtre, un autre au concert, un troisième en tournage, elle est toujours prête à partir. D'ailleurs, c'est un peu devenu pour elle comme une seconde nature, partir, changer de vie, dans la limite du réversible. Mais toujours avec la même assurance et ce même passeport, son fameux acronyme. Anne, bien sûr, c'est Anne-Cécile Bernstein-Brunel, ACBB. Signe de leur intimité, Manuel l'appelle ainsi, Anne, et tout le monde autour de lui, même Marie, qui est devenue une irréductible groupie, parce que, comme Anne, elle est née un 5 novembre, tous les proches de Manuel, par conséquent, ont pris cette habitude étrangement familière. Ni ACBB, ni Anne-Cécile, ni même Anne-C. Anne, c'est suffisant et sans accessoires inutiles. Dernier extrait. Un peu plus tard, au Kurdistan. Sinon, la société kurde est bien organisée, en 2 catégories parfaitement complémentaires. Une part des femmes et des hommes est vouée à faire des enfants pour les besoins du contingent militaire. L'autre part, le contingent, sert alors à défendre les premiers, si bien que le système s'auto-entretient par générations successives, sans autre finalité que de survivre, et qu'à la fin, on ne sait plus qui fait la poule et qui fait l'œuf. Pour éviter toute tentation de se distinguer d'ailleurs, tout le monde est prié de s'appeler Aval. Aval, c'est le camarade version kurde. La dernière fois que Manuel est passé par ici, Aval Nouda l'a baptisé par fantaisie Aval Macron. Ça a fait rire certains des pensionnaires de la villa, jusqu'au moment où on a bien compris, en le voyant débarquer au petit déjeuner 2 heures après la troupe, qu'il ne méritait pas d'être avalisé. Mais comme il réclame et parfois même exige d'être conduit au front pour photographier, les hommes du YPG et les femmes du YPJ, le YPJ c'est la part des Kurdes, eux-mêmes séparés en 2 armées, pardon. Voilà ce que c'est que de dévier du texte. Je disais donc, les hommes du YPG et les femmes du YPJ, c'est la part des Kurdes, eux-mêmes séparés en 2 armées sexuellement distinctes chargées de protéger ceux qui font des enfants, ont assez vite, et malgré leur vœu d'indifférence sentimentale, éprouvé de l'affection pour Manuel. Il a gagné, chose rare dans ce paradis collectiviste, le statut provisoire d'individu. Naturellement, à cette heure-là, Jean est déjà aux petits soins du matin. Il a cédé le brancard aux blessés qui défilent à l'infirmerie et attendent du docteur John le miracle quotidien de la médecine occidentale. Le bon docteur donne bien volontiers sa consultation. Il tâte, observe, palpe, questionne, se gratte la barbe et déclare « Non, il n'y a rien à faire, ça va guérir tout seul, faut attendre ». Déception, incompréhension, ça fait des semaines déjà qu'ils attendent, qu'ils souffrent, qu'ils espèrent. Combien de temps ? Entre 3 et 6 mois, peut-être 1 an. Anne s'impatiente. Son échelle, ce n'est pas le mois, ni la semaine, ni même le jour, c'est l'heure. Manuel l'a pourtant prévenu. Il faudra se fondre dans les longueurs de la médecine de guerre et du temps kurde pour ne pas attirer l'attention. Des cellules djihadistes soutenues par les Turcs infestent encore la région. On aimerait mieux ne pas les alerter et moisir 6 mois dans une cave humide. À tout prendre, on préférerait même un tir de mortier ou encore un bon coup de surin pour en finir au plus vite. Martyriser une fois pour toutes, assassiner sans y penser pour soulager les ulcères. Mais avec une star au nom douteux, un médecin juif assumé et un reporter zélé dont la fille aînée s'appelle Salomé, c'est loin d'être gagné. Il se pourrait que ça dure, qu'on l'ait pris de mourir sans bruit pendant un moment long et franchement désagréable. Voilà ce que Manuel voudrait éviter. Jean, lui, n'est pas très sensible au principe d'agonie, il n'y pense pas, il entretient plus volontiers un rapport radical à la fin. Marc, donc, dis-moi si je me trompe, au départ, tu es ingénieur. Je suis ingénieur dans le nucléaire. Voilà. Et puis après, je ne sais pas comment, d'ailleurs ça serait intéressant que je l'apprenne, que nous tous on l'apprenne. Marc est devenu grand reporter de guerre, qu'il est toujours réalisateur et reporter de guerre, réalisateur de documentaires et photographe de guerre. Réalisateur de documentaires et photographe. Alors qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture ?
pourquoi? Est-ce que ça a été le premier livre? Non, c'est le deuxième livre en réalité que j'ai écrit. Mais j'avais l'habitude, ce qui m'a amené à l'écriture, c'est une très longue histoire, moi je ne suis pas sûr que ça passionne tout le monde, mais je suis... non, pour remonter loin dans l'histoire, quand j'ai quitté mon job d'ingénieur et qu'un beau matin, parce que je m'ennuyais et que la photographie était une passion de toujours, j'ai décidé, donc je me suis institué un matin de janvier 1992 photographe. Pas de guerre au début, ça s'est arrivé plus tard. Il se trouve que j'ai eu l'opportunité de faire un long voyage en Afrique et qu'une revue a accepté de publier mes photos. En tout cas, a été intéressée par mes photos et m'a demandé si j'étais capable d'écrire un texte. Je n'avais jamais rien écrit de ma vie, donc j'ai dit je veux bien essayer. Donc on m'a demandé d'écrire une page, j'ai écrit une page, on m'a dit oh bah oui ça devrait aller, allez-y, écrivez l'article. J'ai écrit cet article qui faisait un peu plus de 10 pages, avec les photos naturellement. Et il se trouve qu'on m'a beaucoup félicité pour mon texte et pas du tout pour mes photos, donc j'ai été très fâché, très contrarié, parce que moi je me veux toujours un photographe. Et voilà, donc bon, je me suis dit, bah, en tout cas, j'ai cette capacité à écrire quelque chose. Et donc de fil en aiguille, j'ai continué à travailler de plus en plus pour la presse, et donc de temps en temps à écrire des articles. Voilà, et en général, ça se passait bien. On ne m'a jamais reproché mon écriture, même si on m'a reproché des photos, mais pas d'avoir écrit. Donc j'ai continué à écrire, à faire du journalisme, ce que je n'aime pas beaucoup, mais pourquoi pas. Et puis voilà, en 2014, à la suite d'un événement un peu personnel douloureux, aidé par ma sœur qui est une littéraire, elle m'a dit mais écris, pose-toi, écris. Et donc je me suis décidé à écrire un premier livre à l'attention de mes filles, un livre qui s'appelle Papa est en vacances, qui raconte pour mes filles qui me croyaient toujours parti en vacances dès que je prenais l'avion, alors que je partais sur des zones de conflit, pour qu'elles sachent un peu ce que je faisais, qu'elles en sachent davantage. Donc j'ai écrit ce livre et puis ça m'a pris, ça a été assez rapide, je l'ai commencé à l'automne 2014 et j'ai mis le point final le vendredi 13 novembre 2015 au moment des attentats du Bataclan à Paris. Parce que ce jour-là, j'ai eu le sentiment que la guerre était chez moi. Et je me suis dit, ça n'a plus de sens que j'écrive ce livre. Il est arrivé à son terme. Et donc dans la nuit du 13 au 14, j'ai terminé ce livre, j'ai mis un point final. Je l'ai imprimé en 5 exemplaires. À l'époque, je n'avais que 5 filles et je leur ai donné à Noël. Et on en est resté là. Et puis quand même, ça m'a démangé. Et quelques mois plus tard, un an plus tard, je me suis dit, bon allez, peut-être je devrais écrire quelque chose qui soit un vrai livre autre qu'un récit de mes propres aventures, quelque chose qui soit une fiction, parce que comme je connaissais j'avais envie d'écrire ce livre sur mon grand-père notamment, sur la guerre d'Espagne, mais comme mon grand-père comme mon père ont été extrêmement discrets, plus que discrets, mutiques, pudiques, et donc je ne savais rien de leur vie. Donc je me suis dit, la seule solution, c'est d'écrire un roman. Je vais inventer ce que a peut-être été leur histoire. Et donc je me suis mis à ma table et j'ai écrit Mauvaise gloire. Voilà. Et tu as écrit d'autres ouvrages? Et j'en ai écrit un troisième, qui n'est pas encore tout à fait terminé. Enfin, il est terminé, mais je suis en phase de relecture et de correction, qui va s'appeler Plainte pour X. X étant le personnage principal, c'est une histoire d'amour, c'est une femme qui fait beaucoup souffrir le narrateur, et donc d'où le titre Plainte pour X.